Le président Trump a-t-il vraiment traité Bibi Netanyahou de complètement fou? Eh bien, c'est ce qu'affirme un rapport d'Axios. Cependant, nous avons peut-être des raisons de penser qu'une partie de ce reportage était exacte. Marc, dis-moi ce que tu en penses. Penses-tu que le président Trump l'a tout simplement incendié avec des insultes à propos du Liban et parce qu'il essaie de conclure un accord avec l'Iran? Donc je n'ai aucun doute là-dessus, bien que je ne puisse pas confirmer et que je ne sache pas si c'est vrai ou, tu sais, les détails spécifiques du rapport d'Axios. Je pense qu'il est juste de supposer qu'il y a eu une conversation difficile, une conversation où Netanyahou et Trump n'étaient pas d'accord sur tout. Tu sais, quand j'étais au Peppermint, on avait l'habitude de dire que c'était une conversation franche, oui, mais apparemment, celle-ci était particulièrement franche. Et cela parce que les Iraniens auraient apparemment dit aux Américains, si vous voulez que ces discussions continuent, il doit y avoir un cessez-le-feu total au Liban. En d'autres termes, il lie les deux questions ensemble. Et Netanyahou dit, écoutez, nous sommes attaqués par le Hezbollah au Liban. Nous allons nous défendre. Notre objectif est de démanteler le Hezbollah en tant qu'organisation militaire. Notre objectif, qui est aussi celui de l'Amérique, est que le Hezbollah, ce proxy terroriste iranien en Iran, doit être démantelé. Maintenant, l'Iran, pour ces raisons, et nous comprenons car c'est son proxy, ne veut pas que cela arrive. Et les Iraniens disent apparemment aux Américains d'empêcher Israël de faire cela. Eh bien, quelle surprise! Laissez-moi vous dire, il est temps d'être bon ou mauvais flic. Aujourd'hui ou toujours, je joue le mauvais flic. Et laissez-moi vous dire, ça me va, vraiment. Je suis furieuse et je suis furieuse, en quelque sorte, contre les deux dirigeants. Pourquoi? Parce que même si je comprends parfaitement pourquoi Netanyahou doit suivre l'exemple de Trump, après tout, Trump est le chef du monde libre. Cependant, d'accord, Trump parle de négocier dans sa publication sur Truth Social. Il a aussi dit: j'ai eu une excellente conversation par l'intermédiaire de représentants avec le Hezbollah. Le Hezbollah est un mandataire de l'Iran. Le Hezbollah a lancé des drones explosifs sur des civils et des soldats israéliens. Et jusqu'à présent, nous avons appelé cela un cessez-le-feu basé sur le cessez-le-feu de l'Amérique avec le Liban, ainsi que celui d'Israël. Mais bien sûr, nous nous sommes réservé le droit d'attaquer lorsque nous avons constaté des menaces terroristes provenant de ce territoire. Voici le problème. Pourquoi suis-je aussi en colère contre Netanyahou? Parce que lorsque, après cette conversation téléphonique, et après, pas après cette conversation téléphonique, après, le président Trump a tweeté sur Truth Social que Netanyahou était d'accord et qu'il a fait faire demi-tour aux avions israéliens parce qu'ils se dirigeaient vers Beyrouth pour une opération à Beyrouth. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Ces avions ne sont pas arrivés à Beyrouth, donc nous le savons. On ignore même s'ils ont décollé. Nous ne savons pas, mais nous savons qu'il a été annoncé que c'était ce que nous allions faire et nous ne l'avons pas fait. D'accord. Ça veut dire que cela a été convenu maintenant, dans ce cas. Et pourquoi? En attendant, il y a ce qu'on appelle des discussions entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien par l'intermédiaire de médiateurs à Washington concernant un accord de paix entre le Liban et Israël. Parce que soi-disant, et nous savons que c'est vrai, ils sont tous les deux, que le Hezbollah est l'ennemi des deux, à la fois d'Israël et du Liban. Il a complètement pris le contrôle du Liban. Et pourtant, le gouvernement libanais refuse de rencontrer Israël. Il veut qu'Israël se retire du sud du Liban. Et je ne comprends pas. D'accord, donc je suis juste en colère contre tout le monde parce que tu sais quoi? Ils peuvent aller en enfer. Ils devraient se mettre à genoux et remercier Israël de faire le travail que l'armée libanaise refuse de faire ou est trop faible pour faire. Tu as le droit d'être en colère, mais je pense qu'elle n'est pas bien dirigée. D'abord, tu aurais dû t'exprimer plus délicatement. Le président libanais refuse de voir Netanyahou, mais les deux gouvernements restent en contact. Ils se sont déjà parlé lors de 4 ou 5 discussions à Washington à différents niveaux. Et il y a un processus de paix entre Israël et le Liban. Hier, au Congrès, le secrétaire d'État Rubio a bien résumé, sans le Hezbollah, la paix entre Israël et le Liban serait probablement déjà là. Il n'y a pas de différend frontalier. Il n'y a pas de différend sérieux. Un accord de paix pourrait être conclu très vite. Le problème, c'est le Hezbollah, ce qui accentue justement le fait que le Hezbollah doit être retiré de l'équation,
Parce que si vous retirez le Hezbollah de l'équation, vous ne résolvez pas seulement le problème d'Israël, vous ne résolvez pas seulement le problème de l'Occident, parce que le Hezbollah est un ennemi acharné des valeurs occidentales, des sociétés occidentales et des pays occidentaux. Mais vous rendez aussi service au peuple libanais, vous les libérez de ce groupe terroriste servant de relais à l'Iran qui occupe leur pays. La deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'il y a tout juste une semaine, le Hezbollah a ouvertement appelé au renversement du gouvernement libanais. Personne ne devrait penser que le Hezbollah n'est l'ennemi que d'Israël ou de l'Amérique. Le Hezbollah est aussi l'ennemi du Liban et du peuple libanais. Supposons, sans accepter tous les détails du rapport Access, que c'était vraiment une conversation difficile entre Netanyahou et Trump. Je veux vous dire, vous savez, c'est moi l'historien amateur, oui. Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu d'innombrables disputes avec Roosevelt sur toutes sortes de sujets, sur la date du débarquement, sur la date de l'opération Torch, sur l'endroit où, vous savez, l'invasion devait avoir lieu. Fallait-il passer par la France ou remonter par la Grèce pour empêcher les Russes d'entrer en Europe de l'Est? Les divergences étaient nombreuses. Quand des membres du cabinet britannique se plaignaient à Churchill de ce que les Américains imposaient aux Britanniques, oui. Churchill disait « Vous savez, il y a une chose pire que d'avoir à gérer des alliés, c'est de n'avoir aucun allié du tout. » Et le président Trump a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur président américain de l'histoire pour Israël. Il a été un ami fidèle. Je vais faire une courte liste. Il a reconnu Jérusalem capitale d'Israël et y a déplacé l'ambassade américaine. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan. Il a orchestré les accords d'Abraham et a joué un rôle crucial dans l'obtention de ces accords. Il a renforcé la coopération militaire. Il a renforcé la coopération en matière de renseignement. La liste est encore longue. Cet homme est un ami. Le fait qu'il considère l'ennemi principal d'Israël comme l'ennemi de l'Amérique et qu'il soit prêt à agir, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais eu un aussi bon ami à la Maison-Blanche. N'est-il pas mieux d'avoir un ami avec qui l'on est parfois en désaccord? Mieux vaut-il ne pas avoir un tel ami à Washington? Évidemment, c'est préférable. Dernier point, et c'est quelque chose que les anti-Israël ne comprennent tout simplement pas, et Dieu merci, ils ne le comprennent pas. Ces gens à Washington qui pensent, vous savez, les Israéliens, il faut y aller avec la manière forte, il faut les menacer, et alors vous obtiendrez ce que vous voulez. Non. En Israël, si vous arrivez avec la manière forte, les Israéliens disent juste non. Ils savent refuser. En Israël, nous savons dire non si nous trouvons les Américains injustes. Quel est le problème de Netanyahou avec Trump? Que Trump a été un si bon ami et a été là pour Israël, nous protégeant aux Nations Unies, nous donnant l'équipement dont nous avons besoin pour mener la guerre, et ainsi de suite. Être un si bon ami lui donne en fait plus d'influence sur nous, un peu comme dans un couple marié, non? Deux personnes choisissent de vivre ensemble. Chacun d'eux, pour que cela fonctionne, pour que le mariage marche, pour que la relation marche, doit faire des concessions. Je dois voir ma belle-mère, même si je n'en ai pas envie, mais ça fait partie des choses qu'on fait pour contenter tout le monde. Si vous entretenez une relation étroite avec les États-Unis, comme Israël, il faut être prêt à écouter quand le président Trump dit qu'il est temps de rendre visite à la belle-mère. D'accord. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi il n'y a personne qui ait été une plus grande défenseur que moi du président Trump et du Premier ministre Netanyahou. Dans mes écrits, dans mes interviews, dans mes discussions avec des amis sur ce podcast. Et c'est pourquoi je suis furieuse en ce moment et pourquoi ce que vous avez dit, oui, des concessions. Absolument. Savez-vous qui doit faire des concessions en ce moment? L'Iran, la République islamique. Ils se retrouvent soudainement, après toutes ces victoires incroyables, des victoires communes, les États-Unis et Israël, des victoires militaires, la pression économique, des victoires de toutes sortes, et au Liban et à Gaza. Soudainement, c'est non, non, écoutons ce que ces meurtriers islamistes ont à dire. Et ils disent non, non, d'abord nous allons signer un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, nous allons dicter les conditions. Et puis, quand nous signerons cela, nous aurons encore 60 jours de cessez-le-feu. Tout ce qu'ils font, c'est se regrouper, se reconstruire.
Et encore une fois, il y a une chose que les États-Unis ne comprennent pas, malgré toutes leurs bonnes intentions, c'est que le Moyen-Orient n'est pas une simple négociation. Ce n'est pas une négociation immobilière. Et dans ce cas, vous avez un ennemi maléfique dont le but est de vous anéantir, pas seulement Israël, mais aussi l'Amérique, mort à Israël, et le Hezbollah et son proxy. Donc Trump ne devrait pas nous dire, je ne sais pas, nous avons eu une bonne conversation avec le Hezbollah par l'intermédiaire de nos représentants pour qu'ils arrêtent de tirer. Non. Et d'ailleurs, une autre chose, et c'est là ma critique envers le gouvernement américain et ma critique envers le gouvernement israélien. C'est-à-dire, non, en fait, nous avons entendu notre ministre de la Défense, Israel Katz, l'autre soir, donner une interview et on lui a posé précisément cette question concernant Washington et Jérusalem. Et qu'a-t-il répondu? Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons changé l'équation. L'équation était auparavant ceci et cela. Et maintenant, l'équation est que s'ils nous attaquent, nous avons le droit de riposter. Non, je suis désolée. Si le 7 octobre nous a appris quelque chose, c'est que ce que nous appelons le contrôle, conceptia, doit être jeté par la fenêtre et à la poubelle. Et je ne sais pas quoi. Non, pas s'ils nous attaquent. Non, laissons-les nous tuer, une fois qu'ils nous ont tués. Alors nous avons le droit de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, ce que nous devons faire, c'est prendre l'initiative et détruire l'infrastructure terroriste. Nous devons les vaincre, c'est ce que nous étions en train de faire. Et c'est ce que le président Trump était en train de faire en Iran, et ils sont liés. Mais maintenant, relier l'Iran et le Hezbollah au Liban comme si, d'accord, nous ne pouvons pas poursuivre nos négociations avec l'Iran si vous attaquez le Hezbollah au Liban. Donc je suis, comme dirait Trump, sacrément en colère à ce sujet. Je n'utiliserai pas votre langage, ce n'est pas mon style, du moins pas en public. Mais je vais dire ceci, Ruthie Bloom. Vous ignorez ce qui a été accompli. Et parlons spécifiquement du Liban ici, d'accord? Avant le 7 octobre 2023, les troupes de choc du Hezbollah, les Radwan, c'était leurs troupes d'assaut, leurs Waffen-SS, leurs forces d'élite meurtrières. Oui, leurs unités d'élite étaient à notre frontière. Ils avaient creusé des tunnels en Israël. Ils étaient prêts à faire ce que, comme le Hamas l'a fait contre nous dans le sud, ils auraient pu le faire, ce que le Hamas nous a fait dans le sud, ils auraient pu nous le faire dans le nord. Ils en avaient des dizaines de milliers. Je crois que le chiffre était de 150 000 missiles pointés sur les centres de population israéliens. Ils étaient un ennemi. Et Israël, soyons francs, Israël, parce que nous savions qu'une guerre avec le Hezbollah serait très très difficile. Israël était très réticent à faire des vagues. Oui, il y a eu un incident marquant avant la guerre. Le Hezbollah a installé une tente de notre côté de la frontière. Israël devait-il l'enlever? Tout cela à cause d'une tente. Et ils ont tué quelques personnes, oui. Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de déclencher une grande guerre pour une petite provocation comme ça? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Les forces israéliennes sont partout dans le sud du Liban, au-delà du fleuve Litanie. Nous avons littéralement tué, rien que ces dernières semaines, des centaines de terroristes du Hezbollah, de combattants du Hezbollah, de commandants du Hezbollah. Nous avons démantelé l'infrastructure du Hezbollah. Nous les avons frappés durement. Nous les avons frappés très, très, très durement. Nous l'avons fait en tant que force militaire. Le Hezbollah n'est plus qu'une fraction, une petite fraction de ce qu'il était il y a 3 ans, parce qu'Israël l'a lentement mais sûrement affaibli encore et encore. L'une des raisons pour lesquelles le gouvernement libanais peut dire des choses qu'il n'a jamais dites auparavant, c'est parce que le Hezbollah est beaucoup plus faible. Autrefois, si un président libanais annonçait des négociations avec Israël comme à Washington aujourd'hui, le Hezbollah l'aurait aussitôt assassiné. C'est la vérité. Donc le Hezbollah est toujours là. Le Hezbollah est toujours dangereux. Le Hezbollah est toujours néfaste. Le Hezbollah a encore des armes, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Et c'est une énorme victoire israélienne, ce qui crée un potentiel politique parce que, comme vous le savez, c'était toujours le Hezbollah qui était super fort et l'État libanais qui était super faible. Mais à cause de ce que fait Israël, le Hezbollah a perdu de sa puissance. Donc, relativement parlant, l'État libanais s'est renforcé. L'Amérique travaille avec ses nouveaux dirigeants libanais. Et il est possible qu'Israël doive encore mener d'autres actions militaires,
Mais lentement mais sûrement, les règles du jeu changent au Liban en faveur d'Israël, en faveur de l'Amérique et surtout, à bien des égards, au profit du peuple libanais qui va enfin retrouver son pays. D'accord, je suis d'accord avec chaque mot que tu viens de dire. Et c'est pour ça que je suis particulièrement en colère. Parce qu'avec tous ces progrès et notre génie, l'opération des beepers et chaque assassinat, le leadership, les mêmes opérations incroyables à l'intérieur de l'Iran et l'élimination de tous les plus grands tueurs, etc., nous avons fait des progrès incroyables. Tout ce que tu as dit est absolument vrai. Donc maintenant, nous allons perdre notre élan. Maintenant, nous allons les laisser, ces cafards terroristes, se reconstruire. Et écoute, toi et moi savons très bien que les islamistes, tant qu'ils peuvent survivre, tant qu'il en reste un seul, ils se considèrent comme des vainqueurs et ils agissent ainsi. Et la pire chose à faire dans une situation comme celle-là, c'est de dire « D'accord, négocions. » Non, non, non. Tu supplies, tu te rends et alors on ne te tuera plus. D'accord. Tu te rends et alors on ne détruira plus ton économie. Tu te rends et tu laisses ton peuple être libre en Iran et au Liban. Et alors, tu seras récompensé. Pas avant. Et ces histoires de cessez-le-feu, ce sont les pires choses possibles. Maintenant, ce n'est pas que je pense forcément qu'il faut plus d'action militaire. Peut-être pas, d'accord. Il faut peut-être plus de pression économique. Là-dessus, ce n'est pas moi qui détermine la politique. Mais le président Trump a dit « pas d'armes nucléaires, pas d'uranium enrichi ». Et d'ailleurs, il a dit dans une interview avec sa belle-fille sur Fox News samedi soir « ils ont déjà accepté, d'accord, de ne pas fabriquer d'armes nucléaires et d'ailleurs de ne pas en acheter non plus ». Alors, à quoi ressemble un bon accord pour vous? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'accord qui soit assez bon parce que les médias vont en parler. Et nous faisons un excellent accord. Nous allons en faire un excellent accord. Sinon, nous reviendrons simplement et nous terminerons cela militairement. Mais cela irait plus vite. C'est probablement mieux d'un point de vue humain. Il y a aussi quelque chose de bien là-dedans. Vous savez, ça sauve beaucoup de vies. Que ce soit dans le camp d'en face ou non, vous sauvez beaucoup de vies. Nous sommes proches d'un excellent accord. Si nous ne l'obtenons pas, nous repartirons avec le département de la guerre. Je préférerais conclure un accord parce que nous pouvons ouvrir le détroit immédiatement après la signature. La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela et c'était très intéressant. Ils ont affirmé ne pas vouloir développer d'armes nucléaires. J'ai alors demandé « Que se passe-t-il si vous en achetez une ?» Il est désormais écrit « Nous ne développerons ni n'achèterons d'armes militaires ». C'est une grande différence. Vous voyez, nous avons déjà obtenu cela d'eux. Non, ils ont toujours nié vouloir des armes nucléaires. Le régime iranien a toujours soutenu qu'il ne voulait l'énergie nucléaire qu'à des fins pacifiques. Bien sûr, c'est un mensonge et nous savons que c'est un mensonge, etc. Et Trump sait aussi que c'est un mensonge. Alors ne considérez pas cela comme faisant partie des concessions dans le protocole d'accord qui pourraient leur permettre d'obtenir des fonds gelés, débloqués ou quelque chose comme ça. Je pense que tout ce que vous avez dit est totalement vrai. Ce n'est pas le moment de s'arrêter et de dire « d'accord, donc ces puissantes armées, Israël et les États-Unis ». Et d'ailleurs, l'Iran, ces derniers jours et encore hier, a bombardé le Koweït et Bahreïn. Ils s'en sont pris au Golfe. Et pourquoi font-ils cela? Nous savons pourquoi ils font cela, parce qu'ils veulent que ces pays disent à Trump « d'accord, d'accord, arrêtez maintenant ». Concluez simplement un accord avec eux parce qu'ils voient que Trump, en réalité, ne s'en occupe pas. C'est vrai. Les États-Unis ont intercepté des missiles et se battent. Mais qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, Marc, ils sont attaqués par l'Iran alors qu'ils négocient avec eux et le Hezbollah. Je suis désolé, mais c'est clairement un casus belli. Donc c'est vrai, les Iraniens attaquent des cibles à travers le Golfe, mais soyons francs, franchement, les Américains ne sont pas non plus des anges. Quand les Iraniens font quelque chose qui déplaît, ils réagissent en coulant un navire ou attaquant une cible iranienne partout dans le Golfe. On pourrait dire qu'il y a une sorte de guerre d'usure ou de combat de faible intensité qui se déroulent en permanence dans le Golfe, en plus de la pression économique et du blocus qui est en place. Et chaque jour, l'Iran est plus faible. Chaque jour, ils ont moins d'argent à dépenser et il y a des problèmes là-bas. Et c'est la même chose au Liban avec le Hezbollah qui traverse la période la plus difficile de l'histoire de l'organisation Hezbollah. Leur période la plus difficile.
Et si vous regardez la situation interne au Liban, la communauté chrétienne au Liban est contre le Hezbollah. C'est incroyable et positif que la communauté sunnite s'oppose au Hezbollah. Génial. Que la communauté druze est contre le Hezbollah. C'est génial. Mais la véritable révolution, c'est que la communauté chiite, qui était autrefois, vous savez, la base du Hezbollah, ils pouvaient compter sur un soutien à 100% ou presque. Tous les rapports récents montrent que les chiites, qui représentent environ 40% de la population libanaise dans sa propre base, le Hezbollah voit d'énormes fissures dans son niveau de soutien. De plus en plus de chiites se lèvent et disent « Hezbollah, tu dois arrêter ça. Hezbollah, tu ne sers plus à rien. Hezbollah, tu apportes plus de souffrance à la communauté chiite que de bénéfices, et cela, c'est à cause de l'action militaire d'Israël. Et il se peut que nous devions continuer, mais je dis que notre pression et la situation politique évoluent positivement. Et nous devrions être, ce que je veux dire, c'est que parfois, je crois que c'était Lénine pendant la révolution bolchevique, j'ai déjà cité Trotsky dans notre podcast, et cette fois, je vais citer le fondateur de l'État soviétique, le père de l'État soviétique dans ta comédie, il a dit « un pas en arrière, deux pas en avant ». En d'autres termes, tu peux faire une retraite tactique pour avancer et atteindre ton objectif. Et je pense que c'est comme ça que Netanyahou voit la situation, tu vois. Il fera une concession ici, et c'est pareil avec Trump, non? Mais l'idée, c'est de garder ton objectif en vue et de l'atteindre. Et ici, je veux dire une dernière chose. Certainement pas Netanyahou, mais Trump, chaque fois qu'il a ouvert la bouche et qu'il a parlé de la direction iranienne, il en a parlé d'une manière dont ni Biden, ni Obama, ni George W. Bush n'ont parlé. Ils étaient toujours beaucoup plus polis. Il les a traités, Trump les a traités de fanatiques, de fous. Il les a qualifiés de sectes meurtrières, je crois, non? Je ne pense pas que Trump ait des illusions sur ceux avec qui il a affaire. Peut-être que d'autres dirigeants américains en avaient. Trump n'a pas ces illusions. Et je pense que c'est vrai qu'il était promoteur immobilier avant d'entrer en politique. Mais j'espère que cela lui donne les compétences de négociation nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible dans cette guerre actuelle contre l'Iran. Je pense qu'il a le potentiel pour le faire. Je continue de le croire, même si, selon Axios, il a insulté mon Premier ministre et mon pays. Oui, je continuerai quand même. Je suis optimiste quant au fait que toute cette crise avec l'Iran se terminera bien pour Israël, bien pour l'Amérique, bien pour le monde et peut-être même bien pour le peuple iranien. Eh bien, je l'espère vraiment. Et un signe optimiste, c'est que dans le passé, chaque fois qu'Axios publiait un rapport ridicule sur le fait que Washington et Jérusalem étaient pratiquement ennemis, juste après, il y a eu la guerre de 12 jours. Et ensuite, il y a eu le 28 février quand il y a eu l'opération conjointe en Iran. Donc, il est tout à fait possible que ce qui se passe, toi et moi, j'avoue, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et juste parce que Trump dit ceci, cela ou autre chose, parfois il nous trompe. Peut-être que non, on ne sait pas. Et il y a étonnamment peu de fuites. Le rapport d'Axios, en réalité, ce n'était une fuite que si la conversation avait réellement eu lieu. Sinon, c'est un mensonge, pas une fuite. Je veux dire, on peut faire fuiter une fausse histoire et quelqu'un l'a peut-être fait. Mais je vais dire que j'espère vraiment que tu as raison. Et tout ça, je dis juste que je n'ai aucun problème avec Netanyahou qui fait des concessions à Trump. J'ai un problème avec Trump et Netanyahou qui font des concessions à Téhéran, au Hezbollah, au Hamas, à Fatah. Il y a une grande différence quand tu dis un mari et une femme. D'accord, ce n'est pas la même chose. Nous devons être extrêmement prudents parce que chaque faux pas que nous avons fait dans le sens de l'apaisement, ou je dirais, les risques calculés que nous avons pris avec ces ennemis nous ont directement menés au massacre du 7 octobre. Et nous, je ne sais pas quand nous nous en remettrons un jour. D'accord. Je vais donc répondre maintenant. Je veux revenir sur la conversation entre Trump et Netanyahou, qui a été divulguée d'une certaine manière, ou pas vraiment divulguée, mais Axios a publié ce rapport, n'est-ce pas, disant qu'elle était particulièrement tendue. Est-ce le bon mot? Tendue, un langage particulièrement dur? Et d'une manière amusante, paradoxalement, cela sert peut-être les deux dirigeants. Et je veux expliquer pourquoi.
Traditionnellement, les Iraniens estiment qu'un conflit entre Israël et l'Amérique leur profite, mais aujourd'hui, ils craignent, comme vous l'avez mentionné, que la dernière fois qu'on a parlé de tensions entre les dirigeants américains et israéliens, ils ont soudain été attaqués dès le lendemain. Donc j'espère qu'ils pensent aussi à cela. Mais du point de vue de Trump, vous savez, une fuite ou un reportage disant qu'il a été dur avec Netanyahou, c'est bon pour Trump. Il affiche son leadership malgré les critiques de personnes hostiles à Israël. On dit, vous savez, que Netanyahou le mène par le bout du nez et qu'il n'est que le toutou de Netanyahou. Et maintenant, il montre au monde, il montre à l'Amérique et il montre à sa base. C'est lui qui prend les décisions et il dit à Netanyahou ce qu'il peut faire. Et donc, pour Trump, c'est bien. Paradoxalement, peut-être que cette conversation est aussi bénéfique pour Netanyahou. Parce que ces 2-3 dernières semaines, tout le monde a dit à Netanyahou, son opposition, oui, Lapid, Bennett, Eisenkot, toutes ces personnes et Lieberman qui veulent remplacer Netanyahou comme Premier ministre, oui, lors des prochaines élections. Mais ils disent, Netanyahou est devenu la marionnette de Trump. Il devient l'esclave de Trump. Que Trump dit à Netanyahou, saute et Netanyahou répond à quelle hauteur et qu'il tient Israël par la main et que nous sommes devenus un État vassal. Et le Premier ministre d'Israël est le dirigeant d'un État vassal et un vassal zélé. Et comme Trump a été un si bon ami pour Israël, alors Israël n'a pas d'autre choix que d'accepter exactement ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Netanyahou a aussi bénéficié d'aide sur les questions juridiques et autres. Il est devenu, selon l'opposition, un dirigeant impuissant, incapable de défendre les intérêts vitaux d'Israël. Donc les informations selon lesquelles Trump et Netanyahou ont eu une conversation tendue, c'est bon pour Trump, parce que Trump peut dire « c'est moi qui mène la danse, n'est-ce pas? Personne ne me dit quoi faire. Je dirige ». Mais Netanyahou peut informer les journalistes israéliens et dire au peuple israélien « écoutez, Trump est un grand ami, mais quand il le faut, je défends les intérêts d'Israël ». Donc, paradoxalement, en Israël, du moins, des personnes très haut placées disent avoir vérifié l'affaire et affirment que ce rapport d'Axios est inexact. Inexact, faux. Ils n'ont pas évoqué de fausses informations. Ils ont dit que c'était inexact, pas des fausses informations. Cela pourrait signifier que la discussion était tendue et que Trump n'a peut-être pas utilisé le mot en F, d'où l'inexactitude, non? Netanyahou n'emploie jamais le mot en F. Tu le connais depuis longtemps et je dois dire que Netanyahou, je ne l'ai jamais entendu utiliser le mot en F ou un mot hébreu comparable. Il est extrêmement réservé et digne dans son attitude, alors que Trump se lâche. D'accord, tu as raison. C'était un promoteur immobilier à New York et son langage le reflète. Et c'est aussi parfois très rafraîchissant. Mais c'est certain, Netanyahou n'a rien dit de tel, peu importe s'il était dur ou non pendant la conversation. On sait qu'il n'a pas juré. Mais voilà, Marc, tout ce que tu dis est juste, sauf que, encore une fois, tu parles de toute cette géostratégie. Tu dois prendre en compte que la géopolitique n'est pas la même dans chaque situation. Ce n'est pas la même chose avec l'Union soviétique. Tu sais, feu le grand Bernard Lewis disait que ce n'est pas la même chose que la destruction mutuelle assurée entre l'Amérique et l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que le régime islamiste de Téhéran ne s'en soucie pas. Le régime à Téhéran sacrifierait volontiers et sacrifie déjà tout son propre peuple pour faire venir le 12e imam au paradis ou quoi que ce soit d'autre. Et nous l'avons vu, et ils n'ont aucun problème à massacrer leur propre peuple, ces gens qui comptaient sur Trump. Et Trump a dit que l'aide arrivait. Et laissez-moi ajouter un autre point. Et il est important de le dire surtout aux Occidentaux qui, vous savez, avec le mouvement MeToo et tout ça, savez-vous que les gardiens de la Révolution et les milices Basiji, l'une des choses qu'ils font aux femmes, c'est de les violer, les prisonnières et les femmes, avant de les tuer, ils les violent pour qu'elles ne puissent pas aller au paradis. Donc, après la mort. D'accord, c'est une pratique parmi ceux-là, je dirais, des animaux. Mais les animaux ne sont pas coupables de cruauté. Les animaux ont simplement leur propre nature. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas utiliser la même stratégie géopolitique avec les islamistes que vous utilisez. C'est pourquoi, chaque fois que Trump dit « Regardez le Venezuela, ce qu'on a fait, on est intervenu. Le Venezuela n'est pas islamiste ».
On ne peut pas comparer cela. Et moi, j'espère juste que les experts du Moyen-Orient nous... D'ailleurs, en 1979, quand ces gens ont pris le pouvoir en Iran, l'un des problèmes de l'Amérique était la CIA. Personne ne parlait le farsi. Personne ne savait ce qui se passait là-bas. C'était leur idée. Ils en avaient plein, comme le 7 octobre. C'est comme si Jimmy Carter s'était réveillé un jour en disant « Quoi? Mon ambassade est prise en otage? Quoi? Que puis-je y faire? » D'accord. J'essaie de te dire qu'on doit apprendre. Comme le dit Trump, ça fait 47 ans qu'ils manipulent l'Occident, mais ils tuent aussi leur propre peuple. Ils les massacrent. Et ces gens-là commencent à être déçus par le président Trump. Et je peux les comprendre. Nous sommes à une demi-heure du podcast et allons conclure avec un sujet de politique israélienne. Nous n'avons toujours pas de date définitive pour les élections. Nous savons que ce sera soit en septembre, soit en octobre, mais une date définitive n'a pas encore été décidée. Nous pensions la semaine dernière que peut-être, au moment où nous nous retrouverions cette semaine, nous aurions une date définitive. Ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il nous en faudra une pour la semaine prochaine. C'est clair cependant parce que la situation constitutionnelle change dès qu'une date d'élection est fixée. Et la coalition a poussé à faire adopter des lois pour essayer de faire passer des textes avant que le Parlement ne se dissolve lui-même lorsque nous irons aux élections. Et ils ont fait avancer cela en se concentrant principalement sur la question de la réforme judiciaire, qui était un sujet majeur en Israël juste avant le 7 octobre. Ruti, dans le peu de temps qu'il nous reste, aimerais-tu dire quelques mots à ce sujet? Eh bien, j'aimerais dire que je crois que la réforme judiciaire sera l'un des enjeux clés de cette élection, car auparavant, c'était toujours la question de l'État palestinien. De quel côté de cette question es-tu? Il y a longtemps, ce n'est plus le cas. Même les gens de gauche n'en parlent plus parce que, tu sais, les Palestiniens, ne ratent jamais une occasion de rater une occasion. Je pense que la réforme judiciaire va être un enjeu clé ici. Qu'en penses-tu? Je pense, c'est vrai, ce sera au premier plan parce que ça divise vraiment les deux camps. La question palestinienne ne divise plus. Elle divisait autrefois la société israélienne. Aujourd'hui, comme tu l'as justement dit, la gauche ne veut plus en parler. Si tu les forces à en parler, ils diront oui, mais ce n'est pas dans leurs arguments ni leur campagne. Et je vais te raconter une histoire. Et avec ça, peut-être qu'on va terminer notre émission. Avant les dernières élections, on a eu nos dernières élections. C'était en décembre 22. Oui. Et le gouvernement a été formé au début de 23, c'est bien ça? Je me souviens, non, oui, l'élection a eu lieu en novembre 2022 et le gouvernement a été formé à la fin décembre 22-22. Je me souviens d'une bonne histoire que je partage avec vous et nos téléspectateurs qui pourront ensuite me dire s'ils l'aiment. J'habitais à Modi'in et j'étais arrêté au feu rouge en entrant sur la route principale pour Tel Aviv. Et Meretz, qui est ce parti de gauche très pacifiste associé à Oslo, la paix, maintenant, vous savez, la solution à 2 États, il distribuait des roses rouges à tous les conducteurs qui attendaient que le feu passe au vert. Quant à la rose que tu recevais, je ne sais pas combien ils l'ont payé, mais ils ont peut-être eu une réduction d'un agriculteur d'un kibbutz de gauche. Et il y avait 5 raisons, si je me souviens bien, peut-être 6, mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais voter pour Meretz. La raison numéro 1 était d'évincer Netanyahou, ils veulent évidemment s'en débarrasser. La raison numéro 2, c'était qu'il faut s'assurer que la communauté LGBTQ en Israël ait des droits totalement égaux. La raison numéro 3, c'était les droits des femmes. 4e, il faut combattre la coercition religieuse. 5e, il faut défendre l'état de droit et la démocratie libérale israélienne, etc. Nulle part sur la liste, il n'était question de solution à 2 États ou d'un État palestinien. Et quand la gauche ne veut pas en parler dans sa propagande électorale, je dirais aux amis des Palestiniens à l'étranger, pas aux antisémites extrémistes, mais aux personnes qui sont sensibles aux aspirations palestiniennes, je vous demanderai de comprendre que des gens comme Netanyahou sont toujours très sceptiques envers les Palestiniens. D'accord, très bien. Mais lorsque la gauche israélienne, ceux qui ont autrefois défendu Oslo, la solution à 2 États et la réconciliation, quand ils ne veulent plus en parler, quand les Palestiniens ont perdu le soutien de la gauche israélienne, qu'ont fait les Palestiniens? Et tout cela, l'histoire de la rose au feu rouge, c'était avant le 7 octobre. Pensez à quel point cela a été souligné depuis. Absolument. Eh bien, à la semaine prochaine et espérons que nous aurons, je ne sais pas, de bonnes nouvelles la semaine prochaine sur tous les fronts.
Je l'espère.